Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Alors étonnamment, je vais commencer cet épisode par une anecdote. En décembre dernier, le 22 pour être exact, je pousse les portes du Théâtre de la Renaissance pour découvrir une pièce que Christopher Guérin, dernier invité de Capital Social, m'avait chaudement recommandée. Cette pièce, c'est Made in France. Pendant près de 2 heures, comme le reste de la salle complètement comble, je suis littéralement captivée, hilar, face à un sujet pourtant rarement traité sur scène, la politique industrielle française. Un texte finement écrit, brillamment interprété, mise en scène ingénieuse et à l'issue du spectacle, une table ronde participative avec le public en présence de Frédéric Pierucci, connu pour avoir été prise au cœur de ce qu'on appelle l'affaire Alstom en 2013 et co-auteur du livre témoignage Le piège américain, paru en 2019 aux éditions Lattès. Bref, je ressors de cette soirée médusée avec une question en tête. Qui est derrière ce théâtre engagé, à la fois politique et populaire, et surtout, quel est le modèle économique qui permet à ce type de création d'exister ? C'est ainsi que j'ai décidé d'inviter celui qui a coécrit et mis en scène Made in France, un artiste aux multiples talents, j'ai nommé Samuel Valency. Il a 34 ans, il est comédien, auteur et metteur en scène. Il a connu un accueil triomphal au Festival Off d'Avignon. Son angle, s'attaquer via des comédies caustiques à des enjeux sociétaux a priori peu théâtraux, comme la politique industrielle française, la place du débat démocratique, le déclassement social, la raréfaction des ressources. Et ça, contre toute attente, ça cartonne. Formé à HEC et à la Sorbonne en philosophie, Samuel débute au théâtre auprès de Philippe Tesson avant de fonder sa propre compagnie, La Poursuite du Bleu. En parallèle de son travail artistique, il enseigne à Sciences Po Paris et est responsable du secteur culturel du Shift Project, le think tank fondé, rappelons-le, par Jean-Marc Jancovici, pour lequel il a coordonné le rapport publié en 2021, Décarbonons la culture. Samuel Valency, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Au micro de Capital Social. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, qui vous êtes, revenir sur cette rencontre un peu initiatique avec Philippe Tesson, on le rappelle, qui est donc une figure vraiment libre et combative de la vie intellectuelle française. Est-ce que vous pouvez nous dire, en somme, nous raconter votre parcours et, in fine, nous expliquer un peu comment on passe contre toute attente, des bancs de HEC au théâtre engagé et engageant? C'est un peu une somme de curieux et joyeux hasards qui m'ont mené là. On va dire que j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire. J'ai 2 parents qui sont issus de la méritocratie française, qui sont tous les 2 vétérinaires. L'un issu d'une famille d'immigrés tunisiens et l'autre issu d'une famille d'immigrés polonais et biélorusses. Et ces 2-là avaient à cœur que je fasse des bonnes études, que je réussisse, que je fasse une classe préparatoire comme eux, etc.
Et ils m'ont poussé, ils ont bien fait, je pense, vers les voies de l'excellence. Et quand je dis ils ont bien fait, c'est pas que je sois ravi de mes études. J'ai des réserves sur ce que j'ai vécu pendant mes études, que je partage avec bienveillance envers les enseignants, hein, c'est pas mon sujet. Mais de dire, en fait, je suis vraiment reconnaissant parce qu'ils m'ont poussé à ça. J'ai fait une classe préparatoire avec, faut le dire, pas mal de bol au concours. Je me suis retrouvé à HEC. Et puis, à HEC, en fait, j'ai déchanté. Mais je suis pas le seul. Hein. C'est des choses dont on parle beaucoup avec mes camarades de promotion. J'ai déchanté parce que je trouvais l'enseignement souvent très normatif. J'ai eu quelques cours passionnants, hein, ça n'empêche pas, mais souvent l'enseignement était orienté vers la reproduction de ce qui existe déjà, pour plein de bonnes raisons qu'on pourra aborder après. Et puis, moi, j'ai un peu déchanté parce que la classe préparatoire, c'est un moment très fort d'un point de vue intellectuel. On apprend beaucoup de choses, on s'enrichit, on gagne en curiosité, en culture générale. Et là, d'un seul coup, on passe de la phénoménologie à la logique débit-crédit. C'est un peu violent. Vous êtes ennuyé, quoi. Je me suis un peu ennuyé, j'étais un peu mal à l'aise aussi dans plein de choses. Le rapport à l'alcool dans l'établissement, dans les fêtes étudiantes, le rapport aux associations. Il fallait être dans une asso pour être quelqu'un. Il y avait un certain rapport aux filles aussi. Enfin, j'étais mal à l'aise dans l'école. Je me sentais pas tout à fait à ma place. Et j'ai fait deux choses pour m'en extirper un petit peu ou pour essayer de prendre l'air. La première chose, ça a été de m'inscrire à la fac, vous l'avez dit, à la Sorbonne. Voilà, donc je me suis inscrit en licence de philosophie. Ça me permettait d'avoir un emploi du temps aménagé et un peu moins d'heures sur le campus. Et puis, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je faisais de la musique. Et c'est assez drôle parce que quand on est arrivé ici, il y avait des guitarres plein le couloir et tout ça. Donc au studio d'enregistrement. Ici, au studio d'enregistrement. Donc je vous ai dit, voilà, moi je faisais de la guitare beaucoup. Et, je vais vous demander d'en jouer après. Ah non, je veux pas. Ouais, non, en plus, je me sens vraiment plus guitariste du tout. J'ai l'impression d'être complètement orienté vers le théâtre maintenant. Mais j'en ai fait beaucoup. Et puis à ce moment-là, en fait, je suis rentré dans la comédie musicale de l'école. Génial. Et c'est là que j'ai découvert le théâtre. En fait, j'en avais jamais fait. J'ai dû aller 2 fois dans ma vie avant au théâtre. Donc c'est une découverte très tardive. Hein. J'ai 20 ans à ce moment-là. Et petit à petit, je m'engage de plus en plus dans la comédie musicale. Je vais passer des auditions en dehors pour commencer à faire plus de théâtre. Et puis, je suis pris dans une, puis 2 troupes, dont une où je me fais des amis qui, en fait, vont devenir mes compagnons de parcours de la suite. Ouais, exactement. Et puis, en fait, je me retrouve en 2e année d'HEC à pas trop savoir ce que je vais faire de ma vie. Et j'en parle à mon père qui donc est vétérinaire et je lui dis écoute, je crois que en fait j'ai envie d'aller travailler dans le secteur culturel, je sais pas trop dans quoi. Le théâtre, ça me plaît vraiment beaucoup. Et mon père, un peu désespéré, me dit écoute, je peux pas vraiment t'aider, mais je soigne les chats de Philippe Tesson. Voilà. C'est comme ça que vous avez connu Philippe Tesson ? Exactement. Par une histoire de chat, quoi, en fait. Ouais, d'accord. C'est ça, c'est les chats de Philippe Tesson qui m'ont présenté Philippe Tesson. Ok. Et donc, par le chat, vous êtes introduit à Philippe Tesson. Exactement. Et donc, il l'appelle, il lui laisse un message. Philippe Tesson me rappelle, me donne rendez-vous. Je vais dans ses bureaux, très impressionnant, rue des Saints-Pères. Il dirigeait déjà l'Avant-Scène Théâtre. C'était le plus vieux critique dramatique de Paris. Il avait commencé à 19 ans. Je crois que quand je le rencontre, il en a 84. Esprit très affûté, un nombre de références pas possible. L'entretien se passe, c'est une très très belle rencontre. Et puis, à la fin de l'entretien, il me dit « Bon, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ?» Alors moi, je dis je sais pas, assistant de production ou quelque chose comme ça. Alors, il décroche son téléphone et « Oui, Charlotte ? Oui. Est-ce qu'on a un assistant de production ? Eh bien, maintenant, on en a un. » Et il raccroche. Incroyable. Et là, c'est parti. Et pendant 1 an, je me retrouve son bras droit au théâtre de poche. Et je fais de la com, je fais de la prod, je fais les dossiers de presse des spectacles, j'écris les présentations de saison. Je me retrouve à pouvoir, en petite souris, aller assister aux répétitions d'artistes géniaux. À l'époque, il y a Catherine Yegel, il y a Sébastien Thierry, il y a Bruno Solo, il y a Judith Mag, il y a Jean-Louis Benoît. Enfin, il y a une espèce d'émulation incroyable dans ce lieu qui est tout petit mais qui accueille des artistes qui ont beaucoup travaillé dans le théâtre public, qui font en même temps des choses plutôt populaires. Donc ouais, et là en petite souris, je suis dans un bouillon de culture extraordinaire et je me nourris, j'apprends, je regarde. Par observation. Et là, je me dis, bon, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Mais là, vous étiez encore en 2e année, quoi, en fait. Ouais, non, je suis en stage de césure, donc il me reste encore mon Master 2 à faire à HEC, qui m'a un peu réconcilié avec l'école parce que donc j'ai fait une spécialité management de la culture et là, j'ai eu des cours
plus passionnants, particulièrement celui de Thomas Paris en management de la création qui m'a vraiment nourri intellectuellement et sur comment on organise la création. D'accord. Ça, c'était plus instructif. Mais en fait, j'ai fondé ma compagnie La Poursuite du Bleu pile à ce moment-là. Donc en 2020, si je me souviens bien. Même non pas, là, je suis pas encore diplômé, donc on est en 2015. 2015, ok. Ouais, je fonde ma compagnie, Ok. mais à l'époque, mon directeur de master, Thomas Paris, justement, me disait « Mais ta valeur ajoutée en tant qu'HEC, c'est pas d'être artiste, c'est d'être producteur. Il faut que tu fasses de la prod. » Et donc, en fait, je crée ma structure en me disant « Bon, je vais faire de la prod pour les autres, quoi. » Marrant. Et assez vite, je me rends compte que ça m'épanouit pas. Ouais. Mon vrai désir, il est artistique. Sauf que j'ai une espèce de liberté conditionnelle qui s'appelle le prêt étudiant. Je me suis endetté à hauteur de près de 50 000 € pour payer mes études. Il va falloir les rembourser. Et donc, à ce moment-là, je rentre dans une vie un peu folle où la journée, je suis directeur de la création dans une start-up dans la vidéo. Et le soir, les week-ends, le matin très tôt, j'écris mes spectacles, je répète mes spectacles sur mes jours de congé. J'espère qu'un jour, je pourrai faire ça de mon métier, ce qui va arriver quelques années plus tard, en 2020-2021. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2020-2021 ? En 2019, je négocie ma rupture conventionnelle parce que j'arrive au bout, en fait. Je travaille énormément, je travaille, je sais pas, 16-17 heures tous les jours. En fait, je me lève à 6 heures du matin. Je suis le premier à arriver au bureau parce qu'en fait, j'écris mes pièces. Donc, mes patrons, ils arrivent le matin. C'est incroyable, Samuel. C'est un petit soldat. Il est génial. Il est là tous les matins. C'est toujours le premier au bureau. Alors qu'en fait, je suis en train de travailler sur ma prochaine pièce et j'espère que ça va le faire. Je répète sur mes jours de congé. En fait, je suis tout proche du burn-out, quoi. Je suis en train d'exploser. Je me dis que je tiendrai pas ce rythme-là. Le deuxième spectacle que je fais est pas à la hauteur. Donc je me casse un peu les dents et je me dis en fait si tu veux vraiment te donner les moyens, à un moment il faut que tu essayes à fond ou alors tu seras moyen dans tout et tu pourras pas être un auteur et metteur en scène à la hauteur de ceux que tu admires si tu te donnes pas ta chance pleinement. Donc je négocie ma rupture conventionnelle pour mars 2020. Ouais. Oh, il y a eu un petit événement ce mois-là. Donc à ce moment-là, faire du théâtre, c'est pas le truc le plus évident du monde. Donc ça m'empêche pas avec Paul-Éloi Forget de commencer l'écriture de coupures, mais j'ai du temps libre. Toutes les représentations s'annulent et c'est là que le Shift Project qui avait remarqué que ma compagnie était très engagée, mais ça je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est là que The Shift Project m'a proposé d'aller venir filer un coup de pouce sur la partie culture de la décarbonation chez eux et c'est là que je me suis impliqué d'abord bénévolement, puis en tant qu'indépendant, en tant que consultant, et puis maintenant toujours bénévolement en fait. J'essaye de porter la bonne parole de ce qu'on a mis dans le rapport. Incroyable cette histoire. Donc revenons sur justement votre compagnie, à la poursuite du bleu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que vous y faites ? Quelle est l'ambition ? Quel est le projet ? Qui la compose ? Et si vous me permettez peut-être un jeu de mots, quelle est l'ambition de cette poursuite justement ? Déjà, la poursuite du bleu, c'est un petit hommage à Romain Gary. Dans tous les romans de Romain Gary, il y a une petite phrase sur la quête de l'absolu. Je pense que ça nous guide en tant qu'artistes, mais c'est aussi vrai de tous les artisans. Je pense qu'on cherche à parfaire un geste. Et dans le dernier roman de Romain Gary, qui s'appelle Les Cerfs-volants, qui est un magnifique bouquin, qu'il a signé sous le nom d'Émile Ajar, la quête de l'absolu, c'est la poursuite du bleu. Et donc voilà, donc c'est un peu son œuvre testamentaire, et du coup c'est de là que vient le nom de la compagnie. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un théâtre qui est politique, au sens où on essaye de vraiment questionner la société, poser des questions aux spectateurs sur ce qu'on est en train de vivre collectivement, mais pas politisé. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens quoi penser, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas une volonté de dire quoi faire ou quoi voter à nos spectateurs. Le but, c'est de poser des questions et de le faire de la façon la plus populaire possible. J'ai vraiment envie qu'on fasse d'abord du théâtre et qu'il pose des questions. Et pour moi, le théâtre, c'est ce lieu où on se divise ensemble. C'est-à-dire on n'est pas tous d'accord, mais ensemble, on va ressentir, on va partager des sentiments sur une œuvre. Et ça ne va pas nous amener tous au même endroit, mais ce qui compte, c'est que ça nous amène avec plus de questions à la sortie qu'à l'entrée. Et ça, c'est vraiment l'ambition qu'on a collectivement, c'est de réussir à faire des œuvres qui touchent tout le monde, qui ne prêchent pas que des convaincus et qui d'ailleurs ne prêchent rien. Mon but, c'est au contraire de questionner, d'interroger la société dans laquelle on vit, qui à mon avis est au carrefour de crises très très nombreuses et donc au carrefour de très nombreux conflits. Et les conflits, c'est ce qui fait le théâtre. Donc voilà, c'est ça l'ambition. Alors vous avez demandé avec qui ? C'est essentiellement, donc c'est une équipe de fondateurs. On est plusieurs à avoir
cofondé la compagnie. Margot Grégoire, qui est une amie d'HEC, qui a toujours été un précieux regard, une amie qui a vraiment une vision sur comment est-ce qu'on mène les choses d'un point de vue plus administratif et financier, où moi j'avoue avoir pas mal lâché l'affaire. On est très bien accompagné par une salariée permanente qui gère les tournées et l'administration, qui s'appelle Clémentine Armand. J'ai pas dit dans les cofondateurs, il y a aussi Mehdi Boufous, qui est un ami de prépa, qui est celui qui m'a un peu introduit à la sociologie, à la philosophie, aux pensées plus complexes quand j'étais en prépa. C'est lui qui me donnait des bouquins issus des éditions La Fabrique en disant « Lis ça, c'est pas mal, tu vas apprendre à penser contre toi-même, c'est bien ». Voilà, c'est une bande d'amis. Et puis, en plus de ça, sur chaque projet, il y a beaucoup de salariés intermittents. Donc, comme en ce moment, là, on a 2 spectacles qui vont être à l'affiche. En fait, il y a très vite une vingtaine de salariés, plus les équipes de production, plus les équipes des théâtres. Donc, très, très vite, on est une trentaine à travailler sur les projets. Ok. Je reviens sur ce que vous avez dit. J'aime bien cette idée de poser des questions sans imposer des réponses. Et vous avez dit quelque chose de très fort qui est le théâtre, c'est le conflit. Ouais. Du coup, ça m'intéresse de vous interroger sur, pourquoi le théâtre, c'est le conflit et quelle est votre référence en la matière. Et 2, c'est quoi le processus de création qui permet justement de faire de ce conflit une zone de réflexion, de poser les bonnes questions sans imposer les réponses, comme vous l'avez dit? En fait, le théâtre se nourrit du conflit parce que c'est la base de toute dramaturgie. Et moi, mon idole, mon absolu personnel, ma poursuite du bleu, c'est Shakespeare, clairement, parce que Shakespeare a ce don d'avoir identifié les zones de conflit de son époque et ce que ces zones racontaient de sa société. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle. Et je me dis toujours, mais si Shakespeare vivait aujourd'hui, c'est sûr, le milieu politique, le milieu des entreprises, les multinationales, les rapports de force dans le travail, ça le passionnerait. Ce serait son endroit. Et pourquoi ? Parce que, en fait, une histoire qui se passe bien n'intéresse personne. Ouais. Si vous racontez, pour prendre l'exemple de Made in France, l'histoire d'un détenu qui doit faire une peine aménagée dans une usine et il arrive et l'usine elle fonctionne très bien et en 6 mois il obtient sa peine aménagée, il rentre chez lui, il retrouve sa femme et sa fille, le spectacle s'arrête au bout de 5 minutes et personne n'est accroché à son siège. Ouais. Alors que si dès son arrivée dans l'usine ça se passe mal, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer dans l'industrie française, là vous pouvez tenir une œuvre dramatique forte. Et après, comment on fait pour ne pas rentrer dans une idéologie ou une défense d'une idéologie dans le spectacle, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des valeurs en tant que compagnie. Mais en tout cas, pendant le spectacle, on ne rentre pas dans l'idéologie parce que pour chaque écriture, je prends quasiment 6 mois à 1 an de documentation où j'interroge des points de vue contraires. Et mon but, c'est de les faire exister au plateau. Et il y a un moment, par exemple, où le président de la République défend une vision très libérale de ce que devrait être la stratégie industrielle, et il a raison. Dans la pièce. Dans la pièce, ouais. Oui, c'est vrai que ça pourrait... Toute ressemblance avec l'actualité ne serait que fortuite, bien sûr. Exactement, c'est pour ça que je précise aux auditeurs et aux auditrices. Mais très clairement, il est inspiré d'un Emmanuel Macron, ou il est inspiré d'un Mitterrand deuxième mandat, ou il est inspiré aussi d'un Jospin qui dit « l'État ne peut pas tout ». Donc en fait, il est inspiré de figures de droite comme de gauche qui ont défendu une vision très libérale de l'industrie, ce qu'on appelle la politique de l'offre. Ouais. Et quand il la défend, il gagne dans son débat. Même si la pièce, pendant plein d'autres tableaux, raconte totalement autre chose. Et c'est assez satisfaisant parce que j'ai des spectateurs qui viennent me voir en me disant « ces moments-là font un bien fou ». Parce que d'un seul coup, on a l'impression de changer de chaussure. De se glisser dans les pieds de quelqu'un d'autre et de dire « ah mais lui aussi il a raison, et lui aussi il a raison ». Et ça, c'est le processus que moi je vis pendant toute la documentation, où en fait, petit à petit, je ne sais plus quoi penser du sujet. Et dès que je commence à donner des réponses, j'arrête le conflit. Et le spectacle, le théâtre est mort en fait. Donc il faut absolument que je maintienne ces pensées contraires vivantes pendant tout le fil de l'écriture. Et c'est ce qu'on essaie de faire en dramaturgie. Et c'est cette espèce d'objectif qu'on doit réaliser tout le temps pendant la création. Ouais. Je reviens sur ce que tu dis. Hyper intéressant parce que ce process de création, exemple Made in France, tu vas interroger qui ? Tu dis toc toc, je vais voir des syndicalistes, racontez-moi votre vie, des patrons. Je suis vraiment fasciné parce que c'est vrai qu'il suffit d'envoyer des mails, des invitations sur LinkedIn et tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, parce que moi je suis allée voir le théâtre et je t'ai contacté par mail. Et puis moi j'ai été vachement sensible, je fais une petite parenthèse, mais quand j'étais étudiant, moi j'étais fan des spectacles d'Alexis Michalik, qui aujourd'hui est un de mes coproducteurs. J'étais fan des
spectacles de Philippe Adrien à La Tempête, ou d'Ariane Nouchkine, ou de Wajdi Mouawad, ou d'autres artistes comme Côme de Belsize et tout ça. Et j'ai été hyper touché. La plupart de ceux que je contactais, quand je leur envoyais un mail en disant « J'aimerais vous rencontrer, vous poser des questions pour mon mémoire de fin d'études, ou juste moi en tant que jeune qui veut faire du théâtre », eh ben, ils ouvraient leurs portes, quoi. Et aujourd'hui, Alexis Michalik est coproducteur de mes spectacles. Donc les rapports ont changé et on travaille vraiment ensemble. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment eu une espèce d'ouverture qui m'a beaucoup touché et que j'essaye de rendre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé un ancien dirigeant d'entreprise qui veut se reconvertir dans le théâtre. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai tendance à ouvrir les répétitions. Donc, si tu veux venir assister aux répétitions, que ça te donne des idées, viens. Et c'est hyper touchant parce que j'ai un type qui est un ancien grand dirigeant d'une boîte européenne qui vient et qui a un enfant dans le public, qui est hyper satisfait et qui est assis à côté d'étudiants en classe théâtrale qui font des parcours dans des conservatoires ou des écoles privées de théâtre, qui viennent assister aux répétitions et je les retrouve dans le même état pendant les répétitions de satisfaction, de joie. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de rendre l'appareil. Et je me rends compte que le statut d'auteur fait que quand tu envoies des mails à droite, à gauche, les gens te répondent, les gens te disent avec plaisir. Moi, ma sensibilité politique, elle est plus à gauche, mais bon, comme beaucoup de Français, je suis assez perdu politiquement en ce moment. Je trouve que c'est très dur de se repérer. Mais ça ne m'empêche pas d'aller écrire à des députés que je trouve intelligents, intéressants, de tous les bords possibles. Et je leur demande un café, de se rencontrer. Et comme ça, j'avais rencontré Olivier Marleix, le député qui s'est suicidé l'été dernier, et qui m'a raconté sa vision de la stratégie industrielle parce qu'il avait mené une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom. Et donc, il était très au fait et il avait beaucoup de choses passionnantes à raconter. J'étais pas d'accord avec tout, mais sa vision, elle était cohérente, elle était intelligente, elle était intelligible aussi. Ouais. Et je suis fasciné, quoi. Et comme ça, on rencontre des députés, on rencontre d'anciens conseillers économiques, d'anciens syndicalistes, des directeurs de cabinet d'anciens ministres, etc., des proches de Montebourg, et en fait, des ouvriers, des gens qui ont monté leur propre coopérative, et petit à petit, on a un panorama des points de vue qui existent. Et ce panorama, il est passionnant, et je me dis comment je vais réussir à restituer ça de façon ludique, drôle, enlevée, romanesque sur un plateau, quoi. Et comment tu fais justement, c'est-à-dire pour, si je reprends un peu les termes de capital social sur la création de valeur, etc., pour créer ta valeur à toi, c'est-à-dire tu as toute cette matière en fait que tu récoltes pendant 6 mois, 1 an, enfin je sais pas, je pense, j'imagine, ça dépend du projet. Ouais. Et après, on fait quoi? Est-ce qu'il y a une recette magique de la création ou... Non, il n'y en a pas, mais il y a quand même des éléments qui te permettent d'avancer sur des bases un peu plus stables, notamment à quel point est-ce que le point de vue du spectateur va permettre de s'identifier à tout le monde ou pas. Et ça, c'est un enjeu hyper important. C'est-à-dire, quand je rentre dans ces conflits, dans une usine, donc c'est un lieu de conflit vraiment shakespearien. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des luttes entre les ouvriers qui ne sont pas toujours d'accord sur les stratégies, il y a des luttes entre les ouvriers et les syndicalistes, entre les cadres et la direction, entre la direction et le siège ou l'entreprise ou la maison mère qui détient l'usine, etc., etc. Donc, en fait, il y a des luttes à tous les endroits. Si je rentre en étant un salarié de la direction ou un salarié ouvrier, je risque de rentrer dans la lutte des classes et le spectateur va s'identifier à l'une des parties et défendre l'une des parties. Et là, l'idéologie est très rapidement possible. Alors que si tu trouves un regard assez neuf, assez vierge, qui rentre dans l'usine et qui doit avoir une sensation du conflit et devoir comprendre tout le monde et qui doit comprendre tout le monde, etc., mais sans rentrer dans un côté ou l'autre, eh ben, tu ouvres beaucoup plus les possibles. C'est la naissance d'Émile. Oui, si je reprends Émile qui, dans la pièce, doit trouver effectivement son poste dans cette entreprise et avant de retourner... c'est ça. Lui, il a un œil complètement neuf, en fait. Il arrive en tant que salarié qui doit être technicien de surface, mais lui, il n'y connaît rien au monde industriel, il ne connaît rien à l'usine, et en fait, il apprend le jour même de son arrivée que l'usine va fermer, et si l'usine ferme, il retourne en prison. Donc lui, il veut sauver l'usine, il ne veut pas sauver les ouvriers, il ne veut pas sauver les salariés cadres, il ne veut pas sauver le groupe, il s'en fout, il veut sauver l'usine, il veut sauver sa peau. et donc l'usine, c'est Émile, assez rapidement dans le spectacle, et totalement. Ça met le spectateur dans un état de « je vais écouter comment on peut sauver l'usine » du côté de la direction, du côté des salariés, du côté du syndicaliste, du côté du siège, aussi, c'est que c'est lui du côté du repreneur. Le quiproquo du départ, on ne va pas le raconter là, mais il crée effectivement ce quiproquo qui est génial et qui fait que je reprends tes mots, tu t'accroches à sa vision à lui et
Et nous, on est accrochés à Émile, en fait. On n'est pas accrochés à un camp. Ouais. Même s'il y a des films très beaux ou des spectacles très forts qui ont été faits là-dessus. Je pense par exemple à Stéphane Brisé, qui lui a fait... Mais il l'a inscrit dans une trilogie. C'est-à-dire qu'on a d'abord suivi un syndicaliste, puis ensuite on a suivi un cadre. Je pense au film En guerre et Un autre monde, par exemple. Très beau film de Stéphane Brisé. Mais en fait, l'alternance des points de vue permet de ne pas rentrer dans une caricature. Moi, je peux pas, là. J'ai qu'une pièce pour faire émerger un propos, pour faire émerger une sensation générale de ce qui se passe dans une usine qui est sur le point de fermer. Et donc, du coup, il faut qu'en un spectacle, en un point de vue, j'arrive à raconter le monde dans lequel on vit et sans trancher d'un point de vue idéologique. Donc, c'est un peu l'objectif de ce travail de structure, de dramaturgie. Et c'est quand on trouve le bon angle d'accès, en l'occurrence là, le personnage d'Émile, qu'on peut lancer le démarrage d'une écriture de structure, puis après de dialogue, puis ensuite d'aller au plateau et de changer tout ce qu'on avait écrit parce que ça tient pas. Enfin voilà, après c'est un processus de répétition et itératif. Ouais. Intéressant. C'est marrant parce que quand je t'écoute, ça me rappelle un autre metteur en scène contemporain qui est Léo Cohen-Paperman, qui a écrit les 8 pièces justement sur les 8 rois, sur les présidents de la Ve République. Tout à fait. Est-ce que il a une vision aussi assez intéressante sur le théâtre populaire, etc. Du coup, je voudrais t'interroger, ça m'intéresse dans ton point de vue, est-ce que vous connaissez, on se connaît, j'aime beaucoup son travail, il y a un cousinage, il y a une différence d'approche esthétique, lui il passe vraiment par la farce, il passe par la description un peu du monstre. Et moi je vais travailler plus à un endroit d'empathie envers le personnage principal. Lui il va faire une description, il va utiliser le théâtre pour faire d'un seul coup quelque chose d'un peu irréaliste, d'un peu monstrueux, etc., que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, mais c'est une autre esthétique complètement. Par contre on se rejoint sur le fait de raconter l'état du pays à travers ces figures-là. On se rejoint complètement dans l'idée de faire un théâtre vraiment populaire. J'aime beaucoup son travail. Ouais. C'est un travail cousin. Il y en a d'autres. Il y a la compagnie Les Antichés, par exemple, dont j'aime énormément le travail. Enfin, il y a le travail d'Hugues Duchesne aussi, qui est un auteur-metteur en scène que je trouve passionnant. Voilà, il y a le travail de la compagnie La Cabale aussi. Voilà, je fais de la publicité pour des gens que je trouve passionnants. Mais il fait partie des gens que je trouve... hyper intéressant et culotté aussi dans la manière de faire du théâtre. Faut être culotté pour être engagé et engageant, faire du théâtre. J'espère parce que c'est quand même un drôle de pari d'aller voir un directeur de salle et de lui dire je vais faire une comédie dans une usine qui ferme. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement en fait Au démarrage, ils se disent alors comment tu vas aborder ça? Puis on essaie d'expliquer la dramaturgie, de raconter comment on va traiter les conflits, etc., quelle va être la comédie. Et bon, au début, on fait un peu les gros yeux, puis un jour, on fait une lecture. Et quand on est confronté au texte, après, il y a d'autres réalités qui arrivent. Et là, les directeurs de salle ou les producteurs potentiels nous disent « Ah, c'est vraiment intéressant » ou « Je retravaillerai ça. C'est encore un peu vert, mais j'attends de repasser pour voir. » Et puis voilà, puis il y en a qui veulent nous accompagner très tôt, d'autres qui nous rejoignent en cours de route, ça dépend. Mais... C'est quoi je vais reprendre un vocabulaire qui est très moche, on va dire, pour la grandeur du théâtre qui est la tienne, mais la chaîne de valeur qui est la tienne. C'est-à-dire, tu écris ton spectacle, tu le testes, tu le réécris, tu fais différents process itératifs, tu en as parlé. Ouais. Tu vas voir les directeurs de théâtre, tu leur pitches ton projet, ta pièce, et puis là, va falloir trouver un producteur, c'est quoi le process, un peu le business model, déjà, si je reprends un peu les mots de capital social. Pour répondre à ta question, moi, c'est des mots que j'ai fuis. Et c'est pour ça que je te les mets. Je sais. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir fui le milieu de l'entreprise, et finalement, la vie d'auteur-metteur en scène, t'es quand même plus souvent patron de PME qu'artiste. J'écoutais un podcast là sur France Culture qui s'appelle La culture sous pression, et à un moment il parlait justement de la place des artistes dans ce milieu qui est très compliqué, entre un secteur public qui est en train de souffrir énormément et un secteur privé qui se concentre beaucoup, qui a un agenda aussi parfois, donc c'est pas toujours évident de trouver sa place au milieu de tout ça. Et c'est vrai que les artistes en fait doivent apprendre à se vendre, à être capables de faire des budgets, des projections, à devoir trouver des talents pour les accompagner là-dessus. Et moi je suis très bien entouré, il y a l'équipe de Jumeaux Productions
qui nous accompagnent au quotidien pour comment est-ce qu'on monte les productions. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer de le faire comme un sorti d'HEC, repenti que je suis. Non, mon Dieu, volontairement, mais... c'était assez piquant, volontairement. Ouais, mais c'est vrai qu'on est... En fait, nous, notre compagnie, on est dans un entre-deux. Parce que on traite de sujets de société. Comme je disais, il y a un long travail de documentation sur chaque spectacle. Et ce travail, on ne peut pas savoir à l'avance, parce que c'est le propre de l'artistique, mais là encore plus, parce qu'il est très long. On ne peut pas dire à l'avance si ça va être rentable ou pas d'aller interroger des dizaines et des dizaines de personnes pour avoir un point de vue sur un grand sujet de société, etc. Tout ça prend du temps, c'est long, c'est laborieux, ça demande du coup qu'en répétition on accepte de chercher beaucoup une fois qu'on a cette matière écrite. Bref, c'est pas un modèle du privé classique. Je dis pas que le privé peut pas le faire, je dis juste que c'est pas un modèle classique. Du coup, on a des théâtres publics qui nous soutiennent. Je pense à la scène nationale d'Évreux, à la scène conventionnée d'Auxerre, au théâtre municipal d'Alfortville-le-Poc, au théâtre de la Concorde. Enfin, il y a plein de lieux qui viennent nous soutenir. Ça peut être soit en nous donnant leur lieu pour travailler, pour chercher. Ça peut être aussi parfois en donnant un apport financier au spectacle ou en étant les premiers à acheter le spectacle en tournée. C'est-à-dire en nous disant on vous fait tout de suite le chèque pour le spectacle qui aura lieu chez nous. Voilà, comme une avance qui nous permet de financer en partie la création. On court après certaines subventions auxquelles on est éligible. Donc on a été aidé par... dans notre histoire, on a été aidé par la région, la DRAC, donc le ministère de la Culture, la ville de Paris, des sociétés civiles comme l'ADAMI, comme la Spédidam, tout ça, ça nous permet de compléter une bonne partie des budgets, tout ça. Et puis, ensuite, il s'avère qu'on fait des spectacles populaires. Et parfois, ces spectacles, ils marchent. Et c'est le cas de Coupure, c'est le cas de Made in France. Et donc, du coup, ces spectacles-là, ils peuvent aussi attirer des investisseurs privés qui nous permettent de boucler les budgets, mais aussi d'être bien entourés pour aller défendre ce spectacle dans le théâtre privé après. Et donc là, il y a des gens comme Stéphanie Bataille qui dirige les Mathurins à Paris. Il y a des gens comme Fleur et Thibaut Houdinière qui dirigent Atelier Théâtre Actuel et le Théâtre La Bruyère à Paris. Il y a des gens comme la Française de Théâtre, donc c'est Arthur Junio, Morgan Spielmaker, Boris Soulage qui disent en fait nous aussi on veut en être, on va mettre une part et puis il y a des gens qui le font juste pour des raisons financières aussi ou qui nous accompagnent de longue date et eux ils disent en fait je mets un apport financier de quelques milliers d'euros et j'espère que la création va suffisamment être vendue en tournée ou marcher suffisamment fort à Paris pour que je puisse m'y retrouver financièrement, ce qui est le cas sur les 2 derniers spectacles. Okay. Mais c'est un pari complètement fou. Enfin, je veux dire, je sais pas si moi je le ferais. Voilà, c'est quand même. Tu tends le bateau pour te faire battre. Comme disait Thomas Paris, mon directeur de master. La règle dans la culture, c'est que nobody knows, quoi. Ouais. Personne ne sait si ça va marcher ou pas marcher. Même l'artiste le plus motivé du monde et le plus sincère et le plus fort peut se planter. Bien sûr. Donc, on sait jamais ce qui va se passer sur un spectacle. C'est à la fois un grand exercice de force, parce qu'il faut une foi complètement monumentale pour tenir de bout en bout un spectacle, et en même temps de faiblesse, parce qu'il faut bien reconnaître que je n'ai aucune idée de si ça va rencontrer le public ou pas, quand bien même mon artisanat s'affinerait au fil des spectacles. 2 questions. Déjà, question par rapport à tes investisseurs, les fameux investisseurs privés. Ils sentent que c'est un théâtre populaire et ils se disent « Ok, c'est un pari, ça va marcher » ou alors, et tu vois que c'est aussi des gens engagés ou rien à voir, c'est purement économique, ils se disent « Ça va marcher parce qu'a priori, c'est un sujet qui peut, pris de cette façon-là, fonctionner » ou... Je pense que c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a d'abord un coup de cœur artistique et ensuite une foi sur le fait que ça va marcher. Ouais. Et je dirais que plus les gens sont tôt dans le projet, plus cette foi est importante et forte. Ouais. Je parlais avec Morgan, le directeur du Théâtre de la Renaissance, il me dit là, on s'est impliqué en production parce que tu viens chez nous, mais moi, j'aurais aimé être à l'initiative du projet, être avec toi dès le démarrage. C'est un acte de foi beaucoup plus fort que de venir en cours de route quand on sait que le spectacle a déjà marché au Belleville et à Avignon. Ouais. Donc, on réfléchit ensemble pour les prochains spectacles. Ouais. Mais voilà, c'est... et puis l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Souvent on oppose les deux alors que c'est pas forcément... Ouais, souvent c'est des... Puis moi, j'ai choisi de m'entourer d'artisans, quoi. C'est important pour moi. Le milieu de la culture est en train de se concentrer énormément. Il y a quelques acteurs milliardaires qui détiennent de plus en plus de salles. On peut les citer. On peut les citer, oui. Il y a Bolloré avec le groupe Vivendi. Il y a Fimalac
alors ça a changé de nom plusieurs fois, maintenant ça s'appelle Rivage, le groupe. Donc voilà, donc il y a une très forte concentration. Moi, je me sens plus à l'aise avec des indépendants. Je me sens plus à l'aise avec Atelier Théâtre Actuel. J'ai travaillé avec les Béliers. Je me sens très à l'aise avec la Française de Théâtre, donc Arthur Junio, Morgan Spielmaker, dont je parlais. Je me sens plus à l'aise avec Stéphanie Bataille, etc., avec d'autres noms que je pourrais citer, qui nous accompagnent et qui, avec Acme, j'ai toujours pas cité Acme, j'en ai parlé tout à l'heure, Alexis Michalik, Benjamin Belcourt, Camille Thor, qui nous accompagnent, qui sont là des tout débuts des projets jusqu'au lancement. Et en fait, c'est des gens qui suivent intimement chaque spectacle, chaque créateur, parce que c'est des indépendants et que c'est une question de survie. Et là, les enjeux sont mêlés entre le financier et l'artistique et l'humain, je pense, plus que quand on rentre dans des très grands groupes. Ouais. Je pense que je ne serais pas totalement à l'aise. C'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je pense que je ne serais pas totalement à l'aise. Je vais dire les choses très simplement. J'ai toujours dit au Théâtre de l'Œuvre, dont j'adore la directrice qui s'appelle Kim Poignant, j'ai toujours dit au Théâtre de l'Œuvre, malgré tout mon amour pour cette salle, malgré toute mon affection pour la directrice, c'est difficile pour moi d'imaginer faire un spectacle qui parle d'écologie comme Coupure et que Vivendi soit producteur. Ouais. J'ai du mal à imaginer ça pour l'instant. Je ne me sentirais pas à l'aise dans mes chaussures. Et je lui ai dit, c'est moi qui vais répondre aux journalistes sur ces questions-là. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Quand je suis passé sur France Inter, première question, c'est « Mais ça ne vous dérange pas de défendre un spectacle sur l'écologie dans un théâtre qui appartient à Vivendi ?» J'ai dit non, parce que je suis producteur de ce spectacle. C'est ma compagnie qui le porte, ce n'est pas Vivendi. Ouais. Et j'ai accepté cette prise de risque. Et pourtant, elle est importante pour une jeune compagnie. Il faut le dire. Si on se plante au Théâtre de la Renaissance ou au Théâtre de l'Œuvre, c'est des dizaines, voire parfois des centaines de milliers d'euros qui pourraient être à perte. Donc, c'est des très, très gros enjeux. Mais c'est un pari avec lequel je me sens à l'aise. Ouais, intéressant. Parce que il y a ce pari, parce qu'il y a une conviction aussi idéologique, vous l'avez expliqué, mais aussi parce que vous croyez que ces théâtres qui sont concentrés aux mains de quelques milliardaires, pour reprendre vos mots, ont un impact aussi sur l'objet culturel, en fait, sur la pièce, c'est-à-dire est-ce que c'est purement financier ou est-ce qu'il y a aussi une façon, quelque part, d'influencer ce qui sort, en fait, de ces théâtres-là? En fait, je vais essayer de penser contre moi-même un tout petit peu. Ces investisseurs qui ont racheté beaucoup de salles, aujourd'hui, à la tête de chaque salle, ils mettent plutôt des gens de théâtre et des gens qui sont relativement, je crois, indépendants sur leur programmation. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils imposent leur vision du monde et des choix éditoriaux, de la même manière que j'entendais il n'y a pas très longtemps Éric Benzekri, l'auteur de la série Baron Noir ou de La Fièvre, qui disait moi je suis chez Canal et en fait j'y suis parce que j'ai toute ma liberté et si jamais demain on me dit il faut écrire ça, je partirai ailleurs. Donc j'ai pas l'impression. Mais en revanche, je me dis j'ai des spectacles qui marchent. Ça m'embête un peu d'aller enrichir les gens qui n'ont pas besoin de moi. Plutôt que de choisir des indépendants. Et je pense que si j'étais... Mais là, c'est des questions de choix de société, d'alignement intime et politique. Mais je me sens plus à l'aise de me dire, en fait, Morgane, ce théâtre, il l'a eu de son père. Il le tient avec amour. C'est son lieu à lui. C'est une implication forte. Pour Arthur Junio, c'est pareil. C'est un artisan de père en fils. Il a reçu ce théâtre parce qu'il s'est impliqué dans le milieu. C'est des gens qui font de la mise en scène, qui écrivent, qui savent ce que c'est, qui savent à quel point on doute. Tout seuls, ils sont allés récupérer plusieurs salles qui gèrent, où ils font monter des jeunes talents. Ils font pas que des trucs qui marchent. Ils prennent des risques, notamment avec moi. Donc, je suis plus à l'aise. Voilà, je suis plus à l'aise et je me dis, en fait, là, je contribue à un renouveau qui me parle plus et avec lequel je suis plus à l'aise politiquement que d'avoir des spectacles qui marchent et qui enrichissent des gens qui sont déjà très très riches et qui n'ont pas besoin de moi. Donc voilà, je dis pas que faut jamais dire jamais, mais parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et si ça se trouve le milieu va énormément changer. Mais je souhaite réussir à garder cette indépendance et aujourd'hui c'est ma compagnie qui produit mes spectacles avec ses coproducteurs qui sont des artisans et je me sens à ma place.
Ouais, intéressant. J'ai envie de vous poser une question parce que quand on vous entend, il y a un peu, vous l'avez très bien dit, ce sujet de la lutte qui est toujours présente. Il y a un truc sur, c'est un peu cette fameuse phrase, hein, dans la lutte réside l'espoir, un peu. Il y a un peu ce sujet-là. Tout à fait. C'est quoi vos combats aujourd'hui, vos prochains combats, les sujets sur lesquels vous êtes, les prochaines pièces ou les sujets sociétaux que vous voulez dénoncer J'ai un combat absolu qui, à mon avis, est au-dessus de tous, c'est le fait de vivre en République. C'est-à-dire le fait de vivre dans un espace qui nous appartient à tous, où toutes et tous on a nos chances, où toutes et tous on a une voix à exprimer et où on peut être entendu. Sans tomber dans le populisme, c'est pour ça que je dis le mot république et pas démocratie, c'est que je veux vivre en démocratie républicaine et pas en démocratie démagogique, où la majorité a toujours raison, même quand elle opprime les autres. Parce qu'il y a des majorités qui ont déjà opprimé dans l'histoire. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de retomber dans ce moment-là. Et on y est déjà dans d'autres pays européens, on y est déjà aux États-Unis. Voilà, moi, c'est mon combat par-dessus tout. Je dis c'est mon combat par-dessus tout parce que mon deuxième engagement très fort, c'est l'écologie. Mais je suis très lucide sur le fait que je ne souhaite pas vivre dans un fascisme bas carbone. Pour moi, c'est plus important de vivre dans une démocratie carbonée qui tente maladroitement de se décarboner que de vivre dans un fascisme qui aurait réussi sa transition écologique. Ouais. On peut tout à fait l'imaginer, c'est ce qu'a fait Margaret Atwood dans La Servante écarlate. On peut imaginer un fascisme qui fait sa transition écologique. Donc voilà, moi, la priorité pour moi, c'est la République et l'universalisme, et ensuite c'est le combat écologique. Et je pense que les deux sont compatibles. J'y crois très fortement, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de la Convention citoyenne pour le climat. C'est que quand on est éclairé, on est capable de faire des choix audacieux et courageux. Mais je pense que l'un va pas sans l'autre. Il y a un truc super fort quand je vous écoute, c'est cette notion de discernement, je trouve, en fait. Vous posez les questions sans imposer les réponses. Quelles sont les bonnes questions, en fait, qu'on doit se poser? Enfin, il y a un truc très fort de dire on aura gagné quelque part si ce théâtre populaire, il permet plus de discernement, plus de questionnement, plus de... C'est mon objectif, en tout cas. Je me dis plusieurs choses. Je me dis... La première de nos fonctions, c'est de poser des questions. Je fais la même chose quand je vais donner cours. Je dis toujours aux étudiants, je vais vous donner un cours sur la transition écologique, comment on peut faire la transition dans la culture. Mais en fait, il y a plein de manières de la faire et ça ne m'appartient pas. Donc, moi, je ne vais pas vous dire quel est mon point de vue. Si vous me le demandez à la sortie du cours, je peux. Mais mon but, c'est plutôt que vous soyez en mesure de répondre par vous-même à ces questions. J'ai pas une conviction absolue sur ce qu'il faut faire. Par contre, je vois tous les chemins qui existent, j'essaye de les paver, de les repérer et de les partager. Et au moins qu'on se pose les bonnes questions, c'est un bon axe. Moi, je crois que voilà, le spectacle, il est réussi quand à la fin, on me dit « Je me suis senti mais complètement déboussolé à plein de moments, je savais plus quoi penser. À un moment, je me disais « C'est ça que vous alliez défendre ». Et en fait, non, je me suis fait surprendre. La nationalisation, elle se passe pas bien pour l'usine, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous voulez nous dire? En tout cas, c'est sûr, je verrai plus les choses comme avant. Ça, pour moi, c'est des compliments importants. Quand les gens viennent nous voir et disent merci parce que je me suis vraiment posé plein de questions, c'est encore plus fort qu'un bravo, quoi. Ça me satisfait profondément. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que dans la pièce Made in France, c'est exactement même le rôle de la syndicaliste. Oui. Vous êtes c'est intéressant la façon dont vous l'avez abordé parce que justement, cette syndicaliste, elle se bat, mais elle est aussi un peu border sur... Ouais, mais en fait, pour moi, ce qui était intéressant à raconter, c'est ma conviction personnelle depuis que je suis passé par les études que j'ai faites, mais aussi parce que j'ai fait des jobs d'été dans des grandes entreprises, notamment chez Nike ou chez Courir, etc., où je voyais comment on traitait les gens. Et puis, je l'ai vu par ailleurs après, quand j'ai travaillé en entreprise ou quand j'ai donné des ateliers avec l'association Les Petits Frères des Pauvres, où il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'entreprise, qui en fait se sont retrouvés à la rue après. Ma conviction, c'est que le système dans lequel on vit nous atomise. C'était aussi la conviction d'autres auteurs que j'admire beaucoup. Je pense à John Steinbeck en particulier. C'est qu'en fait, on vit dans un système où on a intérêt, où on nous fait croire en tout cas qu'on a intérêt à penser à soi en premier lieu. Et moi, j'achète pas, en fait. J'achète pas. Je pense que quand on pense tous à soi, on finit tous perdants. Et que l'entraide fait au moins autant partie de nous que notre mode survie. Et d'ailleurs, c'est assez beau de voir ces images où, en fait, on voit l'ouragan Katrina qui débarque.
Et en fait, le premier réflexe des gens, c'est de monter des canaux de sauvetage et d'aller chercher si les voisins sont là, quoi. Donc, en fait, il y a ça en nous. Et j'ai vraiment une croyance profonde que le Monopoly dans lequel on est, il nous donne intérêt à aller tirer le pire de ce qu'il y a en nous. En quelque sorte, c'est un peu une partie de Monopoly où tout le monde devient idiot. D'ailleurs, il n'y a qu'à jouer au Monopoly avec ses amis pour se rendre compte que le jeu rend les gens bêtes. Parce que dès qu'on commence à gagner au Monopoly, on va continuer à gagner. Parce que dès qu'on gagne, on est assuré de la suite. Exactement. Et plus on gagne, plus on est sûr de mériter de gagner. Ouais. Voilà, c'est pour s'engueuler avec ses amis, il n'y a qu'à jouer au Monopoly. Et ben, pour répondre à la question posée sur la syndicaliste, moi j'ai cette même sensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit du travail, il a été tellement démantelé. La loi, elle est tellement faite pour que les capitaux bougent facilement, en entrée et en sortie, que en gros, quand un groupe a décidé de fermer une usine, c'est impossible d'empêcher la fermeture. Ouais. C'est devenu quasiment impossible de sauver une usine d'une fermeture aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que fait un syndicaliste qui est en position de discussion ? Mais il pense à lui aussi. Mais c'est pas de la faute du joueur. C'est de la faute du Monopoly. Et il faut changer le Monopoly. Et moi, j'avais très peur que si on rentrait dans une forme de glorification du syndicaliste au milieu de tout ça, on allait choisir un camp du bien et un camp du mal, du coup, par contraste. Donc, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Donc, on s'est dit, OK, on va aller accepter de montrer toutes les zones grises, quitte à pas satisfaire des gens qui vont venir voir le spectacle, mais pour dire, en fait, c'est pas de la faute des gens. C'est vraiment de la faute dont le système est fait. Et moi, je comprends qu'un syndicaliste qui est passé 20 ans dans des combats et qui voit le droit se désagréger petit à petit à son encontre, dire le combat, il est plié. Et donc, on se retrouve avec cette syndicaliste qui est à la fois à accepter de favoriser son intérêt personnel, mais en même temps s'en veut et essaye quand même d'obtenir au moins la même chose pour les autres. Donc, elle est dans une zone très bizarre, très grise. Et mais on y est tous. Ouais, c'est très juste. Et comment on fait justement pour changer le système, changer les règles du Monopoly et peut-être si je refais un parallèle avec Capital Social, comment on fait pour que, si je me mets du point de vue de l'entreprise, on aille vers des modèles d'affaires beaucoup plus durables, quoi. Il faut monter nos canaux de sauvetage et puis nos belles embarcations à terme. C'est-à-dire que le système dans lequel on vit nous fait croire que tout se joue à échelle individuelle. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas très longtemps dans le métro, il y a une campagne incroyable pour nous expliquer de jeter les bouteilles en plastique dans la poubelle jaune, que les canettes, elles n'allaient pas s'envoler toutes seules jusqu'à la bonne poubelle de tri, etc. En fait, cette campagne, elle est financée par Gestes Propres, et Gestes Propres, c'est une réunion de lobby du plastique. Donc quand vous regardez dans le détail, les gens qui ne veulent pas que le système change, ils vous font croire que tout se passe à échelle individuelle. Moi, je pense que tout se passe à échelle collective. On peut agir individuellement, ça peut nous faire du bien et nous donner de la force pour aller agir à échelle collective, mais c'est à échelle collective que ça se passe. Et je pense que j'ai beaucoup plus d'impact en m'impliquant au Shift Project. Je pense que j'ai beaucoup plus d'impact quand d'un seul coup ma compagnie sort du bois et qu'on peut porter des spectacles devant beaucoup de monde et que les gens se rendent compte « Ah tiens, on sort du spectacle, on a une petite coupure pour aller... dans des commerces qui sont en fait des coopératives, c'est génial. etc. Moi, j'ai trouvé ça génial à la sortie de Made in France. Vous donnez littéralement des petits billets de, j'allais dire de Monopoly, mais vous allez m'en vouloir. Ouais. Mais d'un autre Monopoly. Voilà, de votre Monopoly. Expliquez un peu. En fait, les gens qui viennent voir Made in France, ils ont des réductions dans des commerces qui vendent des produits bio, locaux, en vrac. C'est souvent des coopératives, c'est souvent des boîtes françaises. Non pas que je pense que le fait de faire en France règle tous les problèmes, pas du tout, mais juste de montrer d'autres modèles. Montrer d'autres modèles et d'encourager les gens à aller voir ailleurs. Mais c'est une façon de dire, en plus c'est coupure, ça fait écho à votre pièce coupure, mais c'est une façon de dire, vous pouvez aussi collectivement, pour reprendre votre terme du collectif, agir avec votre porte-monnaie et votre coupure, votre billet. Mais si je dis qu'avec le porte-monnaie, je renvoie à l'idée que c'est un problème de consommateur. Moi, je pense que c'est un problème de citoyen. Donc, en fait, mon rêve, c'est surtout que ça bouge un peu sur les représentations. C'est qu'on se dise, il y a d'autres trucs possibles. Il y a d'autres modèles possibles. Si ça passe par être consommateur, pourquoi pas ? Mais je veux dire, au moins de se dire, tiens, il y a une COP qui fait ça et qui le fait bien. C'est intéressant. Il y a une asso qui fait ça et qui le fait bien, c'est intéressant. Tiens... cette compagnie, en fait, ils ont du succès et ils remplissent la Renaissance, mais leur décor, il rentre dans 6 mètres cubes. Comme quoi, pas obligé de croître surtout, quoi. C'est Donc, vrai. moi, c'est un peu ces questionnements sur les représentations que j'ai envie d'embarquer. Je crois que par les spectacles, on ringardise un peu nos représentations actuelles. Et par les engagements de la compagnie, on en valorise d'autres. C'est un peu ça mon but.
Super, vous êtes un peu les gardiens justement du discernement collectif et de l'action collective. Modestement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Samuel d'avoir partagé avec nous ce voyage passionnant au cœur du théâtre engagé et engageant, pour reprendre vos termes. Moi, je ressors de cette conversation avec une vraie clarté. On comprend que votre travail n'est pas seulement artistique, il est politique au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire qu'il pose des questions, il éveille les consciences et il ouvre des espaces de réflexion sans jamais, pour reprendre vos termes, chercher à imposer des réponses toutes faites. Alors, on comprend aussi à travers vos mots que derrière cet humour, la dérision que vous utilisez, la créativité, il y a vraiment un modèle économique réfléchi, ce qui nous intéresse beaucoup à Capital Social, un modèle qui est capable de créer, vous l'avez démontré, capter, redistribuer de la valeur autrement et de faire vivre ce que vous appelez un théâtre populaire, critique et durable. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, dans notre échange, c'est qu'on réalise avec vous que cette démarche, elle dépasse un peu la scène, elle rejoint effectivement cette idée que la culture est peut-être l'un des derniers gardiens du discernement dans notre société et que la bataille culturelle, pour reprendre l'expression de Gramsci, est peut-être le vrai terrain de jeu du changement. J'ai pris beaucoup de plaisir à explorer avec vous cette alliance unique entre engagement artistique et vision stratégique, entre politique non politisée, pour reprendre vos mots, et audace économique. Merci pour votre générosité, votre intelligence et pour nous rappeler qu'effectivement, on peut rire, réfléchir et se mobiliser en même temps. Alors, vous qui nous écoutez, si vous voulez voir tout cela en action, allez découvrir Made in France au Théâtre de la Renaissance ou encore Coupure au Théâtre de l'Œuvre. Vous verrez par vous-même comment humour, politique et engagement peuvent se croiser sur scène avec intelligence et énergie. Samuel, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe technique de One2One2 qui rend ce podcast possible. Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur.